Que de beauté, ces tracks. Au sommaire ce soir, avec le réalisateur Philippe Lacotte, ses contes en zonzon à Abidjan. Je vous ai tous. Rire ou réfléchir, pourquoi choisir leur sketch d'Éric Lard. Et enfin, Bamao Yandé, le DJ qui mixe coupé, décalé et électro. Comme sa super-héroïne préférée Wonder Woman, la dessinatrice Trina Robbins a plus d'un tour dans son sac. Fondatrice du premier comics entièrement dessiné par des femmes, elle a aussi publié la première BD lesbienne américaine. Elle a joué les Playmates, designé le costume de Vampirella, ou encore été la première femme à dessiner Wonder Woman et a participé aux aventures de She-Hulk. Grâce à Trina, le comics n'est plus enfermé dans la case gros lourd. Dans cette interview de 81, la passionnariat de la BD féministe met d'ailleurs les points sur les i. What do you think the superheroes represent in that respect? Because they tend not to have romantic liaisons. Well, they're for little boys, let's face it. There's other things besides superheroes in comics. I think that the superhero comics are specifically for little boys who, at this point, still think girls are a drag, and it's reflected in the comic. I hope they're not for grown-ups. What did you think of Supergirl? I think she's so dull. Oh, I can't stand her. What do you think she represents? She represents conformity. She's a nice girl in a blue costume. This says B&D, and that's what it is. And what's B&D? It's bondage and domination. It means I just really do like black leather and high-heeled boots. It doesn't mean that I want to whip people or tie them up or anything. Depuis les années 70, la Power Girl Trina Robbins a installé son QG dans le quartier LGBT de Castro, à San Francisco. À 83 ans, elle vit avec son compagnon Steve Leialoha, encreur pour Marvel et DC Comics. Salut! Et là, c'est Chester. C'est la couverture de Yellow Dog que j'ai faite. La plupart, c'est des Wonder Woman. Il y a un Superman. C'est le genre de BD que je lisais quand j'étais petite. Et ça, c'est très marrant. Une pub pour un corset. Ça veut dire que des femmes plus âgées lisaient ça aussi. Trina, née en 1938 à Brooklyn, où son père, un immigré biélorusse, s'est installé 15 ans plus tôt. Une histoire qui lui a inspiré son dernier roman graphique. Enfant, elle a deux passions, la science-fiction et le dessin. Mon père était écrivain, mais il écrivait en yiddish. Ça payait pas beaucoup. C'était ma mère qui faisait tenir le foyer avec son salaire de prof. On cadrait pas dans le décor. On était très à gauche alors que notre quartier était très conservateur, pour ne pas dire réac. Et puis on était juifs alors que les autres étaient catholiques. Ça m'a préparée à toujours me sentir différente. À la vingtaine, Trina rencontre à Los Angeles Forrest Ackerman, agent littéraire de Ray Bradbury et éditeur de la revue de science-fiction Famous Monsters. Après avoir posé comme pin-up pour son magazine, Miss Robbins tourne les talons à une carrière d'actrice et se lance dans la mode. En 1966, dans le quartier new-yorkais d'East Village, elle ouvre Broccoli, sa boutique vintage, où se retrouvent les Birds, Jim Morrison ou les Mamas and the Papas. Jusqu'au jour où... J'avais pris des acides avec mon petit copain. C'était un peu flippant. On s'est retrouvés dans les bureaux de l'East Village Other parce qu'on habitait dans le coin. Alan Katzman était là. C'était l'éditeur de l'East Village Other. Et je lui ai dit « Waouh, je suis si contente que vous soyez là. On fait un mauvais trip. »
Très lentement, il s'est transformé en rabbin. Sa barbe grandissait et il portait une kippa. Pas dans la réalité, mais dans ma tête. Puis il redevenait Alan Katzman, puis de nouveau un rabbin, et ainsi de suite. Ça m'a fait me sentir mieux. J'ai été calmée par un rabbin. En 67, Trina prend ses quartiers à l'East Village Other, qui diffuse ses publicités dessinées pour sa boutique, incarnée par sa mascotte Suzy Slum Goddess. Suzy, la déesse des taudis. Cette année-là, à San Francisco, le Summer of Love couronne la révolution hippie. Bien loin des nunucheries du Flower Power dont se repaissent les journaux, la BD underground sort du bois sous la houlette du dessinateur Robert Crumb avec la revue Zap Comics. Gilbert Shelton, papa des Freak Brothers, ou Spain Rodriguez, inventeur du super-héros de la classe ouvrière Trashman, rejoignent les rangs de la rédaction. En 69, Trina met à son tour les voiles pour San Francisco, bien décidée à se faire une place dans ce boys club. Au début, les BD de Robert Crumb étaient vraiment mignonnes et rappelaient celles des années 30. Mais tout d'un coup, il a changé et il est devenu extrêmement et profondément misogyne. Au point de dessiner des femmes en train de se faire violer et torturer. Elles étaient humiliées et assassinées. Tout ça sur un ton très humoristique. Mais c'était pas drôle. Ils se sentaient vraiment menacés par le féminisme, le mouvement de libération des femmes. Et particulièrement par moi, parce que j'étais une grande gueule féministe. Au départ, j'étais la seule femme qui voulait rentrer dans ce club. Les autres femmes ne pensaient même pas encore à dessiner des comics. Alors j'étais la grande menace. Robbins prend le taureau par les cornes et crée en 70 les premiers comics totalement conçus par des femmes. Ainsi, elle monte le périodique Women's Comics, réservé aux dessinatrices et engagé contre la misogynie ambiante. Trina multiplie les collaborations et dessine pour Bizarre Sex ou Wet Satin, porté par un collectif érotique féminin. Les super-héros en perdent leur collant. Les dessins des hommes ont tendance à être plus rigides, avec plus de traits droits, pas très ronds et chaleureux comme les femmes. C'est comme ça que je le vois. Mon style de dessin s'apparente définitivement à la ligne claire. L'américaine impose son style en détournant les codes de la BD pour les filles. Autrice de plus d'une trentaine de comic books et d'albums, Trina est aussi une pionnière des études sur la bande dessinée, mettant à jour le rôle majeur des femmes dans le 9e art. Comme le titre de son autobiographie, récemment traduite en France, La Last Girl Standing, la dernière survivante, n'a jamais baissé la garde. J'en avais marre d'entendre les hommes dire que les femmes n'avaient jamais dessiné de BD. Je savais que c'était faux. Alors j'ai commencé mes recherches. Et j'ai écrit 5 livres sur les dessinatrices. Aldo, notre reporter qui aime s'évader, a rendez-vous avec un réalisateur franco-ivoirien qui révolutionne le film de prison. Avec La Nuit des Rois, qui sort en salle cette semaine, Philippe Lacotte a gagné des prix au Black Film Critics, au Festival international du film de Fribourg et a été présélectionné aux Oscars. Mazette, Hollywood lui fait de l'œil. L'agent artistique de Leonardo DiCaprio et de Beyoncé lui a même offert ses services. Entre nous, Philippe, la rumeur selon laquelle Beyoncé était remplacée par un clone, c'est du sérieux? Ouais, mais moi j'ai mis mon clone aussi, donc c'est parfait. C'est une agence qui a que des clones. Voilà. Et qui s'appelle CA Avatar.
Construite au cœur d'une forêt, la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, sert de décor à ce film aux airs de conte des 1001 nuits en zonzon. Alors qu'il avait 7 ans, Philippe s'y rendait chaque semaine pour y voir sa mère, condamnée pour activisme pro-démocratie. La MACA leur appartient. Il faut qu'ils fassent couler le sang. Raconte-moi une histoire. Il était une fois. Pour moi, ce n'était pas un lieu forcément triste. En tant qu'enfant, c'était un lieu très étonnant. J'avais l'impression d'être dans un royaume avec des reines, avec des rois, avec des valets. Voilà, une sorte de royaume extravagant. Parce qu'en fait, la MACA, c'est une prison qui est très ouverte. Et en tant que visiteur, on peut croiser des prisonniers. Donc des fois, j'arrivais avec un morceau de pain et puis il y a un prisonnier qui m'attrapait mon morceau de pain, qui le mangeait devant moi. Des fois, il y en a un qui me faisait des discours philosophiques. Il y en a un qui me demandait si telle rue, elle existait encore, si telle chanteuse, elle chantait encore dehors. Enfin voilà, il y avait des interactions comme ça. La Nuit des Rois s'inspire de prisonniers légendaires comme Yaku le Chinois, que l'on voit ici en vrai fêtant son anniversaire dans la prison. Connu comme le loup blanc, celui-ci régnait en caïd sur les 7000 prisonniers de la MACA. Avant d'être abattu dans une fusillade digne d'un film hollywoodien, il avait l'habitude de poster des images de sa vie carcérale sur les réseaux sociaux. C'est le parcours de Yaku le Chinois qui m'intéressait, parce que c'est quelqu'un qui était gangster, qui est rentré dans la rébellion, parce qu'il a trouvé ça intéressant, opportuniste. En étant rebelle, il a continué à être gangster et il a tué des gens, donc il est reparti en prison. Mais quand il est reparti en prison, il se trouve qu'il y avait des milliers d'opposants en prison, donc on avait besoin de quelqu'un pour les tenir. Et c'est comme ça qu'il est devenu le chef de la prison. Né à Abidjan en 71 d'un père français et d'une mère ivoirienne, Philippe Lacotte est littéralement bercé par le 7e art. Sa maison est accolée au Magic, une salle de cinéma. Ma mère m'y mettait à chaque fois qu'elle voulait aller faire une course et elle venait me rechercher, donc je voyais jamais les films en entier. Voilà. Et en fait, dans ce cinéma, il s'est passé quelque chose d'important parce qu'on regardait beaucoup de films de genre, Bruce Lee, Bollywood. Et un jour, on regardait un film de Bruce Lee et il y a un méchant Bruce Lee était dans un appartement et il y a un méchant qui arrivait par derrière avec un couteau pour attaquer Bruce Lee. Et il y a un spectateur qui s'est levé dans la salle, qui a sauté sur la scène et qui a poignardé le méchant sur l'écran avec son couteau à lui. Voilà, donc on a arrêté la projection. Et ce jour-là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de devenir cinéaste. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Entre deux dribbles de Laurent Pocou, l'homme d'Asmara. Entre deux combats de Bruce Lee. Entre deux cigarettes fumées à la hâte au coin d'une maison inachevée. Entre deux baisers de film hindou. Entre une mer noire et un père blanc. En 2002, diplômé d'une maîtrise de linguistique à l'Université de Toulouse, et après avoir travaillé comme projectionniste, Philippe réalise son premier long métrage. Dans ce documentaire en forme de journal intime, il dévoile le passé collaborateur de son père, engagé volontaire à 17 ans dans la milice. Dans la tradition des griots, Philippe Lacotte raconte des histoires où le réalisme quasi-documentaire se fond avec les grands mythes africains. Un peu comme dans le Black Panther de Marvel. Pour moi, c'est un peu superficiel, Black Panther. Mais je pense que c'est un premier pas pour ouvrir à des histoires de tradition, pour ouvrir à des histoires de légende. Et je suis persuadé qu'il y a un vrai pont à faire aujourd'hui entre le cinéma sur le continent africain, les histoires sur le continent africain et l'industrie américaine.
Ça m'est venu des vieilles comédies que je regardais, comme celle de Buster Keaton, Laurel et Hardy, des choses comme ça. Ce genre de comédie burlesque où les gens se cassent la gueule et prennent des tartes dans la tronche. Je me suis dit, d'accord, c'est drôle quand on t'écrase une tarte sur la figure une fois. C'est peut-être drôle quand ça arrive une seconde fois. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça se produit 50 fois, encore et encore? C'est encore marrant? Peut-on se bananer dans l'art contemporain? Pour le Danois Peter Land, expert en roulé-boulé, aucun doute. La chute, c'est chic. Depuis plus de 20 ans, il en a fait son dada, comme dans The Staircase en 98, clin d'œil au nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp. Pour cet athlète de l'art en sketch, c'est dans les vieux gags qu'on fait les meilleures performances. Né en 66, l'artiste danois était censé devenir médecin comme ses parents, mais il a préféré entrer à l'Académie royale des beaux-arts de Copenhague pour devenir peintre. J'avais lu tous ces bouquins sur les peintres et du coup j'étais coincé dans une vision à l'ancienne de la peinture. Je me suis dit, ok, je vais essayer un autre domaine. Et c'est comme ça, au hasard, un peu comme Amstramgram, Pique Collégramme, que j'ai décidé de faire de la vidéo, parce que j'y connaissais vraiment rien, même pas comment allumer une caméra. Viser l'échec plutôt que la réussite, histoire de se remettre en question, c'est le karma de l'artiste. Dès sa seconde performance réalisée en 1994, Peter se filme ivre en train de réaliser son premier striptease. L'atelier de Peter se trouve à l'écart du centre-ville de Copenhague, dans ses entrepôts. Si le Danois s'est fait remarquer avec ses performances, il est aussi connu pour ses installations burlesques. Ça, c'est une perruche qui s'est noyée dans un verre de bière. C'est pas un véritable oiseau. C'est comme avec l'alcoolisme, quand tu bois trop. Adepte de l'autodérision, Peter Land se met en scène dans ses installations. Et quand il ne se met pas en pièces, l'artiste qui n'a pas brûlé tous ses pinceaux revisite la peinture. Pour réaliser ces tableaux, je vole des photos comme celle-ci. Ce sont des clichés de banques d'images qu'on peut acheter, mais on peut aussi les voler, et c'est ce que je fais. Après, je les glisse derrière un papier calque, comme ça. Et je dessine dessus. Je déforme les visages, les corps. Et à la fin, ça donne ça. En 1999, Peter réalise Laken, le lac, son ultime œuvre vidéo, un sabordage titanesque. L'idée derrière mes œuvres, ça a toujours été la perte de contrôle, l'échec et le sens supposé de notre propre existence. Ce genre de choses que je trouve très intéressant. Avec la crise du coronavirus, j'ai eu la confirmation que toute la raison de notre existence, non seulement la mienne, mais celle de toute l'humanité sur cette planète, est extrêmement fragile.
Installer la première baraque à falafel sur la Lune, voilà le genre de sketch qui fait se gondoler l'artiste israélien Shahar Marcus. C'est sa façon à lui de pointer par l'absurde le soft power de la nourriture et notre soif de conquête en dépit du bon sens. J'ai des œuvres différentes. Elles sont parfois drôles, mais je n'essaie pas de les rendre marrantes. Ça arrive comme ça. Ça fait partie de mon personnage. J'essaie de choisir des sujets qui m'intéressent vraiment. Fils d'un diamantaire et d'une professeure de littérature, Shahar naît en 71 à Petar Tikva, à l'est de Tel Aviv. Diplômé d'un master en histoire de l'art, il garde un pied dans le business familial. À un moment, je travaillais dans les diamants et je faisais de l'art en même temps. Le matin, j'allais au bureau et dans l'après-midi, je courais pour faire une performance ou une installation. C'était une époque très amusante. Je n'exprime pas de sentiments dans mes œuvres. C'est plus un travail sur mon corps et les actions que je peux faire ou pas. Dans de nombreuses performances, l'Israélien partage le premier rôle avec les aliments. Bah alors, Shahar, petit, t'as été privé de dessert? Pendant plusieurs années, quand j'étudiais l'histoire de l'art, dans les cours, je voyais tout le temps des fruits qui défilaient. On avait des diaporamas, et après, encore et encore des fruits. Et je me disais, quoi? Combien de fois on va regarder ces bananes et ces pommes? J'ai voulu bousculer un peu tout ça. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור? אבות יאכלו בוסר. Shahar Marcus n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat ou à se salir les mains. Comme dans cette performance où l'expression médaille en chocolat prend tout son sens. המשל הזה בישראל. עם כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן, לי הנה הנפש החוקק, היא תמות. Certaines de ces vidéos font du pied à des peintures célèbres, comme celle-ci qui fait référence à la semeuse de millet. Pour Marcus, le skit art est un moyen de faire fusionner géopolitique et art contemporain sans se prendre le chou. Ma conception de l'art commence avec la performance. Si c'est ça la base de ton concept, alors bien sûr l'œuvre sera autour de toi. Ou bien ça sera toi l'œuvre d'art. Ici, le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet devient un pique-nique aquatique. Filmé sur la mer Morte, le repas que partage Shahar avec l'artiste germano-turc Nezaket Ekici tangue dangereusement, comme cette région du monde. Musicien, producteur et fondateur du label Boucan Records, le Parisien de 26 ans William SF
alias Bamao Yandé, mélange rythme africain, house et UK garage. Natif de Reims, ce fils de pharmacien d'origine camerounaise abandonne les études de piano et fonde son premier collectif en 2014. Il organise alors avec ses potes ses premières soirées dans des squats de la banlieue parisienne. Invité cet été à la ZUT, la zone d'urgence temporaire, sous le périphérique de la porte de la Villette à Paris, Bamao Yandé plonge dans la malle au trésor de vinyle de Trax à la recherche de ses souvenirs d'enfance. Ça me rappelle mes tout débuts avec la fête, mon rapport à la fête. J'ai commencé à sortir du coup dans des sortes d'après-midi un peu en banlieue où on écoutait pas mal de zouk et de coupé décalé, de logobi. J'avais 12-13 ans à peu près. C'était des après-midi vers Cergy qu'il y avait un peu régulièrement. Et puis voilà. Enfin, c'était les premières fêtes de quartier auxquelles j'avais accès. La genèse des rapprochements. Et voilà, tout de suite le bassin travaille, tac. On se croirait, c'est vraiment un mois de juillet d'enfer. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je m'inspire de ça parce que c'est de là dont je suis parti. Après, il y a tout un tas d'autres influences qui se sont mélangées. Mais c'est mon premier rapport et c'est celui que je trouve le plus sincère. Pour rendre à César ce qu'il y a à César, c'est là que j'ai découvert l'enjaillement, etc. Et du coup, c'est un juste retour des choses. C'est une sorte d'hommage perpétuel à ces premiers moments, ces premiers émois. Et du coup, avec le label que j'ai monté, j'essaye de faire perdurer ça et faire vivre le Molaré, la jet set, toutes ces choses.
Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, avec Arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, go vite, génial.